présentation. Cette fois-ci, ça va être sur comment éteindre donc, le NetSNMP en Perl. Alors, on va déjà faire des petits rappels. Est-ce que ici, vous connaissez déjà SNMP ou pas? Oui. Non. Donc, quand on va poser la question inverse. Qui ne connaît pas SNMP? Il faut avoir quel niveau de connaissance pour répondre oui. Qu'est-ce que c'est que SNMP? Comment ça marche? Est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous avez connaissez déjà des plugins SNMP? Ou alors je connais pas. Bon, je vais faire des rappels. Alors, je vais comme présenter SNMP un peu rapidement, quand je ne pas complètement paumé. On ne va pas entrer au niveau protocole, on n'est pas au niveau protocole, mais on va dire qu'il y a des choses un peu curieuses. C'est un peu aussi pour avoir un petit vernis. Donc SNMP, c'est pas un protocole. C'est un requêtage très simple. En gros, c'est vraiment pour transférer des choses très très courtes. Voilà, les quelques commandes de base, c'est get, get next, il y a aussi un set et aussi important, c'est walk. Et le truc, c'est que les clients, les serveurs sont mis des agents. Ça, c'est un peu la caractéristique un peu bizarre en SNMP. Alors, on va passer rapidement, mais voilà, ça s'appuie sur SNA. On va dire sous-ensemble de SNA. SNA, c'est un machin. Une espèce de méga grammaire qui permet d'expliquer, de présenter, de décrire absolument n'importe quoi qui existe dans le monde réel. C'est extrêmement utilisé dans le milieu des télécoms. Ça permet de couper tout ce qu'on veut derrière. C'est du SGML? Non. SGML en comparaison, c'est du baby language. Oh, d'accord. Oui, c'est SNA. C'est pour décrire des structures binaires déjà. Ça permet de faire des structures binaires et surtout en fait, quand tu fais une description à SNA qui est complète, tu peux passer ça au travers d'un truc qui te génère le code C correspondant qui peut être compilé. En gros, c'est hyper utilisé dans le monde télécom pour décrire par exemple absolument tous les protocoles télécom existants. C'est utilisé pour LDAP aussi. Oui. Encore le Ça oui, c'est un de ces trucs qui date des années, je ne sais pas quand, 60, et c'est toujours utilisé. En fait, le one a été ajouté, ils ont mis le point entre le N et le M pour justement éviter une confusion avec SNMP. Peut-être. Si. Voilà, SNMP en plus ne s'appuie pas sur un SNA complet, mais sur un sous-ensemble qui s'appelle SNI. Ce qui est important à savoir, c'est qu'en fait, ça permet surtout de transférer d'une part des valeurs scalaires, c'est-à-dire des entiers, des jauges. Alors une jauge, ça veut dire simplement en fait, c'est une mesure directe. Un compteur, c'est un compteur qui s'incrémente continuellement, et l'agent qui va requêter en fait va faire la différence pour savoir de combien ça a bougé, des ticks, donc ça c'est du temps, des adresses IP, des chaînes. Et ça peut aussi gérer des tables multi-indexées. Alors c'est la syntaxe est assez bizarre, mais on peut vraiment faire des tables, c'est assez sympa. Et surtout, justement, la méthode d'accès à ça, c'est avec les OID, que j'ai oublié de mettre le nom, c'est l'objet qui identifie tout simplement. En fait, l'OID, c'est le chemin d'accès à un attribut. Et c'est en fait tout simplement dessus du nom séparé par les points. Ça pourrait ressembler un peu genre à une adresse IP, sauf qu'il y a une dizaine de composantes. Voilà. Alors, on va dire, celle que normalement toute personne doit déjà connaître, c'est un 3.6.1.3, puisqu'en fait, c'est. De toute façon, voilà, je l'écris un peu plus bas. C'est en fait vraiment la racine qui est utilisée par pratiquement tous les trucs qu'on va voir dans le SNMP qu'on a couramment sur le système. Comme après, voilà, les noms, c'est un peu comme l'identité, c'est un peu chiant de s'en souvenir comme ça, on peut aussi le sous forme de nom. Donc ça devient ISO, org, DOD, donc c'est ISO parce que c'est vraiment une norme ISO. Donc org, après DOD, c'est pour le département de la défense américain, puisque si l'Internet dépend du département, on a été créé à la base maintenant du département de la défense américaine, donc on a voilà, ISO, org, DOD, Internet, donc c'est 1, 3, 6, 1. Et après, on commence à avoir les différents. Alors là, ici, c'est la GIM, voilà, du 1, 2, donc c'est MGMT, donc c'est toute la partie management, 1002, système, et là, c'est pour récupérer le sysuptime, donc c'est le temps depuis lequel le serveur est démarré. Voilà. Donc et en fait, en sachant que absolument chaque label ici doit être unique. C'est-à-dire qu'ici, voilà, sysuptime, c'est être unique dans toute l'arborescence et dans toutes les arborescences possibles existantes. C'est un peu curieux. Donc ça pourrait juste s'écrire sysuptime. On peut l'écrire juste sysuptime. Ça peut avoir un sysuptime ailleurs dans ta hiérarchie. Si elle n'est pas déclarée, si je ne la charge pas la MIB, ce sera indépendant. Je vais dire après ça.
ça ne sert pas à ça. Au final, très souvent, on parle avec les numéros. Mais donc, quand tu fais des requêtes, typiquement quand tu fais ton SNMP web, par défaut, tu résous avec le dernier truc. Et justement, j'ai vérifié le label, enfin, quand tu cherches tes MIB, les labels doivent être uniques au niveau de l'ensemble des MIB. C'est assez spécial. Il y a un AMS SNMP. Pardon? Il y a un AMS SNMP. AMS. Accumuler ça, ça fatigue. Non, parce que alors là, comment dire, je pense qu'on pourrait générer un truc encore plus gros qu'une icône des MIB. Et je plaisante pas. Quand tu vois le nombre de MIB qui existent, maintenant, je vois les MIB. Mais ça, c'est sur un équipement donné ou sur le chemin? C'est sur quoi en fait? De quel objet Ça, en fait, c'est un chemin sur un équipement. Sur un équipement. Donc ça, en fait, donc tu deux vas... équipements auront les mêmes chemins. Ah, bien sûr. D'accord. C'est ça, justement ça. Donc si uptime, que tu interroges un switch Cisco, un serveur, un téléphone... S'ils implémentent on va dire, ça, c'est le truc de base. Ça, c'est le truc de base. Ça, c'est en fait, pratiquement chaque agent SNMP correctement constitué doit fournir au moins justement, donc c'est donc Android doit fournir là les sous-branches 1, 2, je crois que les 1 et 2 elles sont obligatoires, la 3 c'est déjà plus spécialisé et la 4 on va voir si c'est pour une entreprise. Est-ce que c'est vrai que pour chaque matos, il y a un MIB spécial? J'y viens. Ah bon. Les MIB, justement, on en parle tout à l'heure, ce ne sont pas les mêmes MIB qui sont les Management Information Base. Et en fait, c'est ce qui correspond en fait à la définition. Ça permet en fait, on définit, alors, je ne vous montre pas le truc, c'est super verbeux, c'est pas très intéressant. Ça permet de définir la hiérarchie, donc de dire voilà, donc tel élément est le fils de tel autre élément, en disant c'est avec tel numéro. Donc c'est pas très compliqué, mais c'est très lourdin à écrire. Il y a tout un ensemble de MIB standards définis dans des RFC qui sont livrés avec les serveurs et les agents SNMP. Donc il faut des gens comme SysUptime qui en fait partie. Et surtout, et c'est là où ça considère intéressant, c'est qu'on peut faire des MIB fournis par les constructeurs éditeurs. Donc on parle des équipements, typiquement Cisco va fournir des MIB pour interroger leurs différents équipements. HP pareil. Alors c'est en plus sur Américain, ce qui peut être emmerdant avec eux, c'est que certaines MIB, en gros, ils veulent bien les publier, et d'autres, ils aiment bien les garder pour eux. Et surtout, en fait, quand tu t'amuses à walker, donc c'est-à-dire un parcours dans l'ensemble de tes MIB, tu vas te rendre compte que tu as des tas de choses qui sont renseignées, mais qui ne sont pas documentées. Donc ça, après, tu commences à essayer de deviner, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est pour tel équipement, est-ce que c'est une fiber. Ça, c'est le grand jeu de découvrir les choses en question. Donc, justement, ce que je disais, c'est que tout ce qui est MIB constructeur, en fait, on va les mettre dans 1.4.1. Donc c'est Private Enterprises, et là-dedans, en fait, sous ce truc-là, tout le monde en fait peut enregistrer ses propres MIB, et on peut s'enregistrer auprès du Diana, c'est gratuit. Donc moi, par exemple, je suis enregistré, j'ai mon numéro ici. Je crois que c'est 32272. Donc ça ne coûte rien. Il suffit, vous envoyez un mail il y a un formulaire, on envoie vos mails sur la page de Diana, vous enregistrez. Et ouais, pour dire c'est 30 000, c'est-à-dire qu'en fait il y a assez peu de gens qui ont enregistré les MIB. C'est ça qui est assez marrant. Et donc ça fait que derrière, quand on a un équipement et qu'on veut publier une MIB proprement, il suffit qu'on s'enregistre et qu'on publie la MIB. NetSNMP maintenant, lui c'est le logiciel standard dans le Unix pour faire de SNMP, enfin comme serveur SNMP, mais aussi tout ce qui est partie cliente. Alors avant c'était UCD SNMP et c'est assez vieux et vraiment ça se montre au niveau du code. C'est vraiment un peu comme le happage du SNMP. Si on sent vraiment, c'est un truc qui est patché en tous les sens et qui a cru de manière vraiment organique. Il fait tout, absolument tout, le café, le sucre, etc. avec un nuage de lait. Et c'est assez bordélique, mais c'est très puissant. Côté serveur, donc on a SNMPD qui est évidemment l'agent serveur SNMP et SNMP Trap qui est tout ce qui est gestion des trappes. C'est-à-dire les trappes en fait c'est pour... Il reçoit en fait des trappes, en fait, des messages venant des agents. Et il fournit aussi les clients, donc get, walk et justement trap pour envoyer les trappes. Alors ça j'ai pas trop précisé, donc get en fait c'est tout à l'heure, j'ai pas précisé les commandes. Et get en fait ça permet simplement, on fournit un ID, voilà, on requête un équipement, on fournit un ID et on récupère la valeur correspondante. Facile, évident. Il y a 7 aussi qui permet de positionner une valeur si on a le droit. GetNext permet en fait de dire on lui fournit un ID et en fait GetNext va récupérer le prochain ID, l'ID qui suit cet ID là.
Ça peut pas être curieux, mais en fait, c'est vraiment, c'est vraiment pratiquement l'opération de base qu'on fait quand on fait du SNMP, c'est-à-dire qu'on récupère toujours en fait, l'OID suivante. Et en fait, on s'arrive à récupérer l'OID suivante et renvoyer en fait, la valeur de cette OID. Et Walk, en fait, bah, ça directement, on fournit une OID de base, il va le walker, donc en gros, il va faire du GetNext à fond. Justement, c'est l'opération méta du GetNext avec éventuellement du book pour récupérer tout d'un coup. Mais donc voilà, c'est vraiment, on va dire, les deux trucs les plus importants en SNMP, les opérations qu'on fait en permanence, c'est Get et GetNext. C'est vraiment les deux plus importantes. Oui, alors voilà, quelques précisions, voilà le tâche passé, voilà, pour récupérer le temps depuis lequel il démarrait. Voilà, c'est tout un tas d'informations. En plus, NetSNMP lui-même fournit un tas d'informations de base sur l'équipement sur lequel il tourne. Et évidemment, on peut l'étendre en ajoutant des nouvelles hiérarchies d'OID, sinon ce serait un peu limité. Et comme Apache, en fait, on a des tas de moyens différents pour ce faire. Alors, on peut soit exécuter des commandes externes avec exec, extend, pass, persist. Là, en fait, alors ça, c'est ça peut être une simple commande shell, ça peut être une commande qui est directement indiquée dans la config. On peut aussi charger du code en faisant du port embarqué ou du C compilé avec des modes. Ça, je n'ai jamais regardé, mais visiblement, c'est super prolifique. Parce que c'est du code qui est évolué un peu comme ça, j'ai l'impression que c'est encore pire que dans la GEOS. Et on peut aussi communiquer avec d'autres agents par proxy, Smux qui est un vieux protocole et Agentix qui remplace Smux. Donc ici en fait, je vais surtout vous présenter 3 méthodes, et en fait presque 2 parce que ces deux sont fusionnés, qui sont, ouais, on va dire quand même globalement les deux plus, enfin en tout cas surtout celle-là, c'est vraiment les deux plus utilisées. Et celle-ci qui est plus pratique pour des besoins plus avancés. Donc déjà pass. Bon ben pass en fait, ça passe en fait une OID sur une commande, ça c'est dans la configuration de NetSNMP. Et en fait ça va simplement exécuter la commande correspondante pour chaque requête. C'est l'avantage qu'en fait on peut, ici on lui fournit une OID de base, et donc si on fournit en fait derrière, on peut étendre l'OID, toute cette hiérarchie d'OID va être transférée, enfin l'OID correspondante, on dit voilà, tout ce qui est en dessous de cette racine, on la transfère à cette commande. C'est elle qui se démerde pour savoir qu'est-ce qu'on fait de cette valeur, et qui renvoie la valeur. Donc ça, on va dire, c'est la manière d'exécuter avec un tiré ou tiresse suivant l'opération. C'est très très facile à mettre en place, forcément, pour un système. Il n'y a qu'une commande, on est juste dans la configuration, on est juste la commande avec les choses exécutées. Et évidemment, le problème, c'est que c'est du fork, et donc si c'est exécuté régulièrement, c'est-à-dire qu'on va forker beaucoup. Bon, alors, Unix est relativement optimisé en termes de fork, enfin, jusqu'à une certaine limite quand même. Si on veut s'amuser à récupérer une information comme ça et qu'il faut forker toutes les secondes, bon, il n'y a pas besoin de réfléchir souvent, beaucoup pour se dire, oui, c'est quand même pas très optimal. C'est pour ça qu'en fait, ça fournit un mécanisme qui est pass persist, qui, comme peut s'en douter, en fait, la commande va être exécutée, mais elle conserve en mémoire, et il va en fait, là, c'est un peu différent, il va discuter avec la commande via son stdin et stdout, via une espèce de petit protocole, pour en fait justement la garder en mémoire, lui envoyer les commandes au fur et à mesure, ce qui fait que la commande, elle est exécutée une seule fois, elle reste en mémoire, donc c'est une meilleure tenue en charge. Il y a un gros problème par contre, enfin il y a deux problèmes, c'est d'une part il faut gérer le protocole, et après il y a aussi le souci, c'est que il est exécuté par NetSNMP. Donc aussi que quand on redémarre NetSNMP, ça redémarre aussi sur le flash. Ça peut être un peu énervant, et c'est pour ça qu'il y a Agentix. Ça ressemble à CGI et FastCGI. C'est exactement pareil. C'est comme d'un côté voilà, CGI pour pass et FastCGI pour pass persist. Ça en effet, bonne comparaison, c'est vraiment pareil. Donc là, ça c'est le module en fait en Perl que j'ai écrit pour voilà, simplement écrire des extensions pass et pass persist. Le truc c'est qu'en fait, chez Orange, voilà, il y a des besoins, on les crée assez régulièrement. Et le truc c'est que, il y a du code qui comme ça qui un peu est passé d'un truc à l'autre. C'est ridicule de voir en permanence recopier-coller du code, faire des choses un peu mal faites. Je dis, bon, on va le faire une bonne fois pour tous, comme ça c'est fait. On a un framework sur lequel après on a juste à instancer une méthode et on a plein d'autres à faire. Donc c'est vraiment été conçu pour être utilisable vraiment immédiatement, et même quelqu'un qui n'est pas super bon en Perl, il a très peu de dépendance. Et il fonctionne très simplement. En fait, on dit voilà, en fait, on crée un objet, on ajoute des entrées OID avec l'OID de type à valeur. On lance une boucle d'exécution qui se charge de tout le reste. Et voilà. Et alors, c'est un peu compliqué, mais en gros, on peut forker la partie de mise à jour des données parce que c'est où on voit que NetSNMP c'est bien, mais c'est quand même vraiment vieux et tout pourri.
c'est que quand on est en... Alors, je ne sais plus si c'est le cas... Ouais, non, je ne suis pas sûr que c'est le cas quand on en passe. En tout cas, en passe persiste. Donc en fait, je l'ai dit, il communique par un pipe. STD et STD out. Le problème, c'est que c'est bloquant. Il ne fait pas ça de manière synchrone. Donc c'est-à-dire que si jamais le processus qui est exécuté en passe persiste, il est en train de récupérer de l'information depuis une base de données, depuis un service web, depuis... Alors il prend un peu son temps, et bien pendant ce temps, le SNMP est bloqué. Et s'il y a 2-3 requêtes qui arrivent, c'est pas pareil. C'est quand même très très con. Donc le problème, c'est qu'il faut que, quand on fait un truc en passe persiste, il faut vraiment que ça réponde immédiatement, sans aucune latence. C'est là où le NetSNMP est vraiment bon, c'est là où on sent que c'est super vite. Et donc, justement, ça c'est très important de pouvoir justement forquer la partie passe persiste. En fait, dire voilà, il y a une partie qui a parlé avec NetSNMP, on lui répond immédiatement, et la partie mise à jour qui peut prendre son temps, qui a communiqué avec le parti pour se mettre à jour au fur et à mesure. Parce que ça, j'en ai besoin typiquement pour faire des programmes qui allaient récupérer des informations sur les bases PostgreSQL. Il faut le temps que les requêtes s'exécutent au niveau Postgres. Ce temps-là suffisait à vraiment impacter fortement. C'est des délais très courts. Mais quand on a un SNMP qui est vraiment chargé, ce délai peut vraiment tuer la charge au niveau du système. Et il fait qu'on perd beaucoup de requêtes. Mais du coup, là, tu as un fork. Il n'y a qu'un seul fork qui est fait. Alors, là, on prend cet exemple-là où on fait juste un pass. Donc, tu vois, on met un root ID. Je lance avec mon enregistrement. Donc tu crées l'objet, tu rajoutes des OID, des valeurs, et tu run. Là, tu as juste un seul processus en mémoire. C'est tout. Tu peux le passer, et celui-là, en fait, il marche aussi bien en passe qu'en passe persiste. C'est ça qui est sympa, c'est qu'en fait, ça marche en ligne de... Enfin, pour que ce soit en passe persiste, en réalité, il faut quand même que tu mettes comme un callback, un delete tree, qui pourra s'exécuter. Mais tu vois, enfin, la seule différence, c'est qu'en gros, ce code-là, on l'a mis dans une fonction. C'est que dalle. Ça, ce truc-là, ça marche qu'on soit aussi bien en passe qu'en passe persiste. Et de base là, si tu fais juste ça, tu as juste un seul processus en mémoire. Si au niveau de ton delete tree, comme je disais, voilà, tu vas requêter des machins qui sont un peu lents, tu as juste ici une option packet fork 1, il va forker. Il va faire un petit fork pour exécuter en fait ce code-là, et après il communique. C'est le module qui se démerde pour se communiquer avec lui-même et envoyer les infos à NetSNMP au fur et à mesure. Ça marche assez bien. Voilà. C'est pas démentiel, mais le truc c'est qu'on voulait un module qui soit assez léger, il y a assez peu de dépendance, parce qu'il y a certains CMI qui disent « ouais, mais les modules c'est compliqué à installer ». Bon, voilà. Donc il y a très peu de dépendance. Je ne l'ai pas précisé, mais pourquoi il faut trier les OID. Il y a soit une fonction interne en PurePerl, soit si on l'installe, ça peut utiliser SortKey OID de Salvador Fernandinho, qui sont en fait des modules pour trier les OID lancés. Enfin, les 16, donc ça booste beaucoup plus. Voilà. Mais c'est pas une dépendance dure, ça le détecte. Si tu l'as, il s'en sert, si tu l'as pas, il fait un fallback sur la version PurePerl. Donc maintenant, on va passer à Agentix. Donc, comme je dis, voilà, le gros problème, c'est que donc déjà, le problème, c'est que déjà le fait que ce soit synchrone, la communication entre le code passe persiste et NetSNMP est asynchrone, donc déjà c'est assez violent. Et l'autre point, c'est qu'en fait le programme passe persiste, il est forcément démarré par NetSNMP, donc avec son même utilisateur. On se dit, bon, si juste pour communiquer avec un NetSNMP, c'est quand même pas très pratique. Et c'est pour ça qu'a été inventé le protocole en fait Agentix, où en fait ça permet de communiquer, mais par un socket. Donc on envoie les requêtes à un sonneur externe. Donc voilà, on a décorrélant du démon NetSNMP, voilà, parce que si on veut pas que ça tourne sur le même ventilateur pour d'assez évidentes raisons de sécurité, c'est quand même assez important. Alors c'est typiquement suivant si c'est, quand on fait au niveau système, des trucs un peu système, on a full set mais ça peut aussi être très utilisé pour, on a un logiciel un peu gros et qui veut exporter des informations en SNMP. Mais évidemment, il ne veut pas, ce logiciel ne veut pas démarrer par le SNMP. Mais en fait, il suffit dans ce logiciel d'avoir un plugin de publication SNMP qui va parler via Agentix au démon SNMP. En Perl, en fait, on a une API qui est disponible avec le module NetSNMP Agent, qui est le module officiel fait par les développeurs de NetSNMP. Mais alors,
Le code est aussi. On sent que c'est un SNMP. C'est un mailing sur le code natif C. Hein? Ce sont ces librairies XS. Ah ouais, alors non, ça c'est XS. Non, ça c'est normal que ce soit XS. Mais c'est surtout que la documentation est vraiment très très réduite. Et l'autre gros point, c'est qu'il y a sa propre boucle d'exécution. Et surtout, je peux dire, le code est vraiment. C'est une projection en Perl de la BIC. Donc pour quelqu'un qui connaît la BIC, il est sorti. En fait, oui et non. En partie, oui. Mais je pense que s'il avait fait en fait, un portage direct de l'API, ça aurait été probablement plus simple. C'est parce que non, c'est l'API objet. D'ailleurs, je peux te montrer, les gars. Voilà. Tu as un exemple, donc, tu fais. Ça c'est le code tel qu'il vient de doc. Hein, donc tu fais un objet NetSNMP agent en lui passant le nom de l'agent, sauf que le nom de l'agent, en fait, ça c'est ce qui va être lu comme le fichier utilisé comme nom pour lire le fichier configuration correspondant. Donc tu dis qu'on va être agent X. Alors, truc bizarre, tu enregistres en repassant le nom de l'agent, et ça c'est assez bizarre parce que je crois que dans la PIC ça n'y est pas. C'est un truc un peu curieux. Enfin, oui, il me semble que ce n'est pas les mêmes choses. Enfin, c'est des trucs, l'API n'est pas très très cohérente par rapport à l'API C. C'est ça qui est assez bizarre. Tu lui passes évidemment une ID sur laquelle tu vas vouloir répondre, la racine de ton ID et le callback à appeler. Et en fait, là, tu entres dans ce truc-là, Agent Check and Process 1. Ça veut dire, en fait, on entre dans un boucle d'exécution, et 1, ça veut dire, tu y restes. Tant qu'il n'y a pas un truc, tu y restes. Et en fait, voilà, ça c'est du code SNMP agent. Donc, c'est gentil, mais donc il y a déjà comprendre qu'il y a cette boucle qui est bloquante. Alors, on peut potentiellement faire une bloquante, mais elle n'est quand même pas très pratique. Et après, en fait, surtout, il faut tout se taper à la main derrière. C'est-à-dire, voilà, donc tu vas récupérer. Alors là, tu as des tas d'infos opaques, tu as des tas de machins, des trucs binaires opaques. Là, pour la majeure partie, c'est difficile de savoir comment faire. Il y en a juste un ou deux qui sont documentés. Donc, tu as par exemple request info, où tu peux avoir le mode. Tu as request, tu as une espèce d'itérateur un peu bizarre. Mais tu as enfin, c'est vraiment pas méga clair. Et surtout, donc, il faut comparer des constantes. En vrai, tu dis, bon, si mon mode c'est get ou getNext, enfin, bon, faut tous frapper à la main, quoi, hein, voilà, c'est super intéressant. Bon, alors, moi j'ai déjà compris que c'était il y avait sa propre boucle. Moi j'avais besoin de faire des choses à côté. Là j'ai fait ça en pot, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait Pow Component SNMP agent, qui est une fine couche Pow autour de ce truc-là, avec quelques trucs en plus. Donc déjà on peut le faire. Et si on me dit, voilà, moi, la méthode SNMP agent, j'ai mon code, je ne veux pas que tu me fournisses ce truc en plus, très bien, tu peux le faire. On va juste faire l'agent. On enregistre le handle, et en fait, tu vois, au niveau du handler, hormis la ligne ici pour récupérer les arguments PO, tout le reste, c'est exactement pareil. Tout le reste, tu as envie de te faire chier, exactement pareil qu'avec le NetSNMP agent, tu peux, il n'y a pas de souci. Bon, moi, c'est gentil, mais j'ai pas envie de faire ça. Donc, alors, le code démarre un peu, mais on dit, voilà, maintenant, on va laisser le module gérer les requêtes. Donc, on dit, voilà. On passe l'option auto-handle et on dit voilà, là en fait, ça, c'est toi qui va automatiquement gérer tout ce qui est requête, parce que bon, les requêtes, quelque part, pour faire un getNext, en général, voilà, pour fournir un getNext, il n'y a pas besoin de réécrire le code. Encore une fois, c'est un peu toujours pareil. Donc voilà, on dit voilà, si pour faire du get et du getNext classique, autant le laisser faire par le module. Donc on dit auto-handle, on pousse la racine. On n'a plus qu'à ensuite fournir un update tree, donc avec un handler update tree, qui est, alors là ça ne se voit pas très bien, mais en fait c'est avec la même API que les mêmes méthodes, pratiquement que. Alors non, là pas tout à fait, là c'est encore avec une API assez pauvre. Et il y a la version suivante, voilà, on peut faire aussi avec auto-update. Et là, on se retrouve avec en plus la même API pratiquement que NetSNMP extension PassPersist. L'avantage, c'est que là, enfin, le code n'est pas exactement le même parce qu'il faut passer avec des constantes qui viennent du C parce que c'est ce que veut NetSNMP agent. Mais hormis ça, on est une API qui est très très similaire. Puis on a toujours les add ID entry ou add ID tree avec un tree qui est un objet. Là, on a un vrai objet. Et là, tu vois, l'avantage, c'est que le code est beaucoup plus simple puisqu'on a donc le auto-handle pour dire tu gères tout ce qui est la partie requêtage, tu le gères toi. Et tout ce qui est la partie update, tu le gères toi en disant voilà, on ne va pas simplement en fait
une liste d'handlers avec un délai au bout desquels on veut le rafraîchir. C'est l'avantage que c'est plus. Dans le précédent, en fait, là on ne le voit pas parce que c'est le board, le code est un peu long, forcément, c'est pot. Mais il faut penser à se rappeler soi-même, il faut penser à faire il faut penser à faire le delay, kernel delay en se rappelant soi-même. Parce que bon, c'est hypo. Voilà, l'avantage c'est que on n'a pas besoin de le faire soi-même, on n'a vraiment que à faire le code correspondant. Et là, c'est du code qui est synchronisé, donc derrière on peut faire du pot comme on veut. C'est bien, mais c'est pas parfait parce que, alors, déjà, je peux montrer les vidéos comme exemple. En fait, j'ai codé toujours pour Istat. Il y a un module en fait, qui existe sur FreeBSD qui s'appelle BSNMPD, donc il est l'équivalent en fait, de NetSNMP, mais qui est spécifique à FreeBSD. Et il y a un module de ce truc-là, un plugin qui s'appelle BSNMPD PCAP, qui est en fait, qui est très très sympa, qui en fait, on amplifie des filtres PCAP, donc comme TCP dump. Et on dit, ben voilà, ça, en fait, tu veux me fournir ça, ces filtres, tu as compté le nombre de paquets et le nombre d'octets que ça correspond, et tu vas dire ça, on exporte ça à tel OID SNMP, à tel OID. Et donc après, on peut requêter directement, donc on peut faire des filtres du genre, tout ce qui est genre du VRP, du RP, tout ce qui est machin bas niveau, pouf, on fait une OID. On peut faire après un truc, tout ce qui est DNS, des trucs similaires, pouf, on fait une autre ID. Tout ce qui est du HTTP, pouf, on fait une autre ID. Voilà, c'est vraiment assez simple. Sauf que ce n'est que pour FreeBSD. Et ils le voulaient aussi pour Linux, parce qu'ils ont beaucoup de FreeBSD, mais ils ont aussi du Linux. Et donc, j'ai porté en fait ça, j'ai d'abord fait en pub pour prototyper, donc c'est NetSNMP PCAP, qui en agentique c'est pour NetSNMP, donc aussi disponible sur le CPAN et sur GitHub. Alors, sauf qu'évidemment, vous pouvez vous en douter qu'en pub, c'est plus du prototypage, c'est pas de vérifier. Mais bon, là où il voulait le déployer, c'était sur un NAS qui avait des interfaces gigabit et qui était a priori bien boosté. Donc on n'a pas testé, mais bon, à mon avis, le truc en Perl, il serait mort en très peu de temps. Donc après, je l'ai réécrit en C, mais ça permet de vérifier, de prototyper la chose en Perl de manière assez simple. Alors, donc ce module est vraiment assez pratique. Comme problème, il utilise Po. Il y a des gens qui n'aiment pas Po. Ça, parce que non, Po, c'est vrai que c'est lourd, c'est très verbeux, ça c'est vrai. C'est lourd, certains diront c'est bugué, c'est ci, c'est ça, etc. Non, mais bon, ce qui n'est pas complètement faux. Mais bon, oui, mais je te dirais, ça marche, c'est relativement maintenu, et surtout c'est bien testé et c'est bien documenté. Je dirais, attendez, bon, celui dont on va parler après, c'est pas tout à fait le cas. Et surtout, on a comme souci, on a un problème en fait, c'est que les boucles standards de Po, si jamais en fait on redémarre le serveur NetSNMP, il y a un gros bug qui fait que il prend 100% de CPU. Donc Elisabeth Chollet m'a vu ce problème-là aussi, je l'avais aussi. Et il y a un palliatif très con qui utilise une boucle différente, mais certaines, il faut utiliser soit AnyEvent, V ou Equal. Ces trois-là, quand on utilise Po avec ces trois boucles-là, on n'a plus de problème. On n'a plus de problème, en fait. Dans tous les cas, en fait, ça marche. Ça se reconnecte bien sur le serveur, sauf que si on utilise une des boucles standard, il prend 100% de CPU. Si on prend une de ces trois boucles-là, on n'a pas de problème de CPU qui est bouffé. Alors évidemment, si on redémarre le processus, on n'a pas de problème. On est obligé de redémarrer. Et on peut me dire, pourquoi ne pas directement utiliser AnyEvent? J'ai essayé. J'ai essayé, donc il y a AnyEvent NetSNMP agent, sauf que impossible derrière de faire marcher. Impossible, c'est-à-dire c'est très bizarre, je n'arrive même pas à parler propre, j'ai porté le code tel que je l'avais en Po, et vraiment le faisant à la sauce AnyEvent, il est clairement beaucoup plus court, mais impossible, enfin ça se crache complètement à la gueule, j'ai pas réussi à comprendre comment. Si quelqu'un a envie de jouer avec, je t'ai déjà montré, Olivier, le code est sur GitHub, mais voilà, moi, à un moment donné, j'ai pas réussi. Et là, un jour, j'essaie de m'y replonger dedans. Tu aurais dû en parler avant de faire la presse, comme ça, il aurait fixé pendant que tu faisais la presse. Non, mais je l'ai déjà montré. Je l'ai déjà montré, il est déjà pas réussi. Donc voilà, j'aimerais bien arriver à le fixer parce que moi, je suis pas sectaire, j'aimerais bien avoir surtout, c'est la même API, donc j'aimerais bien arriver à avoir le module qui soit à la fois pour AnyEvent et pour Po.
Mais franchement, j'ai pas réussi. J'ai passé du temps. Moi, chez Stade, à un moment donné, j'ai pas trop de choses à faire. J'ai passé, genre, je crois, 2 jours ou 3 jours dessus à essayer de débugger. J'ai pas réussi à comprendre. Je sais pas. Là-dessus, si quelqu'un trouve, j'en serais ravi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Oui. Si je ne me trompe pas, la POE, il y a déjà largement pour faire un serveur UDP facilement. Il y a quelque chose qui écoute. Quelle est la valeur ajoutée de NetSNMP? Si tu peux t'en passer pour la partie serveur et que tu peux utiliser des modules pour décoder la SM. Pourquoi embarquer NetSNMP? Parce que c'est. Alors, donc la question est pourquoi utiliser. Pourquoi faire ça et ne pas directement faire un serveur en cours? Parce que généralement, sur un serveur, on va dire que tu installes une Debian, tu as un NetSNMP qui est déjà de base pratiquement. Je veux dire, c'est vraiment tout distro Linux, il est déjà installé de base, pratiquement. Ou c'est vraiment celui qui est fourni, très rapidement. Et surtout, tu vas t'en servir pour beaucoup de choses. D'accord. Donc en fait, tu pilotes le serveur SNMP natif avec du Cloudflare. Je pilote pas. Je pilote pas du tout le serveur. Dans les deux cas, à chaque fois, c'est NetSNMP qui reste se mettre. Le truc, c'est que quand tu interroges le serveur, si tu fais une requête SNMP, on reprend l'exemple, tu fais un SNMP GET ou un SNMP WALK sur ton serveur, par défaut, c'est NetSNMP qui va répondre. Si tu veux justement rajouter des choses en plus, avec PASS ou PostPersist ou l'Agentix, c'est toujours NetSNMP qui répond. Simplement, il va regarder sa compagnie, il dit voilà, alors pour telle hiérarchie, il dit c'est pas un PASS, pas un PostPersist ou c'est pas un Agentix. Évidemment, l'Agentix, il faut l'avoir. L'Agentix, on ne le déclare pas dans la config, il s'enregistre en fait. C'est pas encore ça qu'on fait un register en fait dans le code. Si je reviens en arrière. C'est un serveur parallèle. C'est un serveur parallèle, mais surtout en fait, voilà. Donc si on prend ce truc-là, en fait, quand on s'enregistre, en fait, donc ça correspond, ce truc-là, ça correspond à la partie register ici de NetSNMP agent. Au niveau protocolaire, en fait, il va se connecter sur la socket, qui classiquement, alors soit elle peut être en TCP, soit elle est plutôt en Unix, c'est une socket Unix. Il va se connecter dessus, il va se connecter et dire salut, moi je suis, donc en fait, moi j'enregistre tel ID, et c'est moi. Voilà, c'est ce qu'il fait. Ça permet en fait de s'enregistrer dynamiquement sans devoir en fait modifier ta configuration NetSNMP, donc le redémarrer. Tu peux t'enregistrer dynamiquement. Si tu dis que ton API est tordu, quelle est la valeur ajoutée et qu'est-ce qui peut se faire coûter de refaire la même chose, un autre serveur, sans le code de NetSNMP? Parce que si le protocole binaire c'est un méga bordel et que je suis même pas sûr, je sais pas, je dois pas le collège, j'ai pas plongé pour savoir est-ce que c'est un machin qui est du RFC bien implémenté, ou même si c'est bien implémenté au niveau de NetSNMP. Le truc c'est que c'est un protocole binaire qui est vraiment infâme et que en fait tu dis bon alors soit je perds un mois à refaire ce putain de protocole binaire, soit si c'est juste la partie décodage du protocole binaire en test, tu as le module de l'ASM encore. Il y a pardon? Il y a au moins un module qui décode de l'ASM. Oh oui, il y a des modules pour ça, mais bon. Le truc c'est que c'est vraiment une usine à gaz à SN. Enfin, ASNA, je sais pas dire, mais c'est pas une question de décoder du ASNA, c'est purement une question de décoder un protocole binaire. C'est en effet, j'y arrive pas que tu peux le faire. Mais bon, si tu veux décoder un protocole binaire, surtout là, tu veux le faire sur un truc. Moi, encore une fois, c'est sur une mission qui était courte. J'avais 2-3 mois. Donc, le problème, c'est de se dire, dans un laps de temps aussi court, j'ai forcément passé à côté de d'autres cas. Donc, il vaut mieux quelque part s'appuyer sur l'existant plutôt que de se dire, ok, je considère que c'est de la merde et donc que je suis meilleur que ces gens-là et que je vais faire mieux. En pratique, c'est quand même très compliqué. Même si c'est vraiment pas beau, je peux dire qu'il vaut quand même mieux le faire en utilisant les API. Et le truc, par contre, là où je peux dire que vraiment, tout ce qui est la partie en plus C de NetSNMP est vraiment un bordel, mais infâme, c'est que donc j'ai recodé ensuite, comme je disais, j'ai recodé après donc NetSNMP PCAP en C. La partie PCAP, déjà on fait une fois, donc ça c'est un truc qui fait, donc c'est la synchrone, donc c'est utilisé en Perl, je l'ai fait avec Po.
Je ne sais pas si j'ai créé une event, ça n'avait pas trop d'intérêt. J'ai peut-être fait une version aussi event juste pour amuser. Donc une version avec pour avec une event, c'est utilise NetPCAP et s'utilise les modules NetSNMP. Donc il y a de l'asynchrone, du PCAP et du SNMP. J'ai fait ça en Perl, il m'a fallu, je sais pas, genre 2 jours pour le faire, c'est pas très compliqué. Je l'ai encodé en C. En C, la partie PCAP, facile, le module NetPCAP, l'API est vraiment très très proche de l'API C, surtout maintenant que c'est moi qui rentre en maintenance, j'ai vraiment fait très proche, facile. La partie événementielle, j'ai pris l'IB22, quand tu as fait du PO ou du Event, c'est pas très compliqué. La partie SNMP, c'est tellement pas documenté. Mais alors là, pour le coup, il n'y a pas de documentation du tout. Il n'y a rien. C'est hallucinant. C'est-à-dire, tu as en fait plusieurs documentations différentes, mais qui parlent à des API, à l'ancienne API qui n'est plus valable, ou à des API qui sont pas. Enfin, c'est un bordel absolument infâme. Et j'ai jamais réussi à avoir du code. J'ai commencé à le coder, mais j'ai jamais réussi à en avoir vu qui fonctionnait vraiment bien. Donc, sur en fait, la partie C, toute la partie PCAP fonctionne. En fait, après, ça dump les informations dans un fichier, je crois, YAML ou JSON. Et après, il y a un deuxième démon en POM qui va lui parler à SNMP pour les exporter. C'est un vrai bordel. Et j'ai vu d'autres codeurs, il y a Vincent Bernard, un gars qui bosse aussi chez Orange et qui a aussi fait des trucs en SNMP. Il a aussi, il a eu plus de temps, il a fait des projets un peu plus gros, il a vu, par exemple, c'est un bordel là, sur Infa. Toute la partie, enfin, c'est pas du synchrone, c'est absolument horrible. Je crois que même au niveau agentique, c'est des parties qui ne sont pas tout à fait asynchrones, ce qui fait que tu peux arriver à bloquer le serveur de SNMP si tu réponds pas dans le temps, c'est absolument horrible. Donc le problème, c'est que même tu vois, en se parlant lui-même, c'est déjà super bancal. Alors, si tu veux t'amuser à réimplanter le truc de zéro, Autant tout refaire en soi. là tu te rends, mais bon, à ce niveau-là, c'est. Enfin, tu vois, le truc, c'est que forcément, tu J'ai essayé là en dessous. C'est l'objectif. alors, et lance un peu plus de YAML, de XML là-dedans, et comme ça, on sera bien. Sauf celui qui Oui, mais c'est pas assez XML, rajoutons. Une petite question toute bête. Quelle est la sécurité? Pardon, quelle est? Quelle sécurité on a si on est capable a priori, là, je vois rien comme élément de sécurité. Si je lance. Alors à quel niveau? La sécurité, à quel niveau? Je dirais par exemple si je peux communiquer entre deux machines par SNMP. Apparemment, là, la seule chose dont j'ai besoin, c'est de connaître la ligne d'une machine pour communiquer et sa avec communauté. l'autre machine. Et le troisième paramètre, c'est ce qu'on appelle la communauté, qui est en gros. Non, ça c'est la version. Tu as V1, V2, V3, il y a l'adresse de la machine, l'ID, et ce qu'on appelle la communauté, qui est entre guillemets un royaume ou un mot de passe. Non, mais SNMP n'est pas sécurisé. SNMP V2 n'est pas sécurisé. À ton LAN en fait. Donc il faut que tu aies un firewall et il empêche les accès depuis l'extérieur. SNMP en V1 et V2, il y a aucune sécurité. La seule sécurité que tu peux avoir, c'est ton firewall qui contrôle les adresses IP qui veulent se connecter. Non, tu as aussi pas au niveau de NetSNMP, il va ou pas accepter les connexions depuis telle ou telle adresse. Tu peux lui dire. C'est un protocole de gestion interne, c'est Voilà. C'est pas conçu pour aller sur les internets, ce truc-là. De toute façon, c'est l'UDP. Déjà, c'est l'UDP. C'est conçu pour être un protocole très rapide que tu installes sur ton LAN et pas ailleurs. Toute la gestion qui est, à ma connaissance, qui est faite au niveau de Orange, France Télécom, je ne sais plus quels étaient l'ensemble des bécales, des centraux qui est géré par un poste centralisé en SNMP distant. Oui, sauf que dans le cas de France Télécom, si tu décides ça, maintenant c'est Orange, ils vont passer par le RSC, le réseau sans couture, qui est un truc interne auquel tu n'as pas accès depuis les internets. Si tu parles, donc là dans le cas de France Télécom, entre le poste de contrôle et les différents équipements, ça va passer par un réseau sans couture ou autre, qui est le nom de leur réseau interne, mais qui n'est pas accessible depuis l'extérieur. C'est un réseau qui est complètement privé. Donc il n'y a pas de. De toute façon, SNMP V1 et V2 n'ont aucune forme de sécurité hormis les contrôles sur adresse IP. SNMP V3 a un contrôle de sécurité qui fait des logins et des mots de passe.
Et c'est tellement compliqué que c'est pour ça que personne ne s'en sert jamais. Je m'avance un peu, mais je pense pas de beaucoup. Hein. J'ai jamais encore vu un seul SNMP en production qui utilisait du V3. Le petit nom de la SNMP à l'époque où j'avais appris à l'utiliser, c'était Security Not My Problem. Voilà. Ça veut tout dire. Voilà. Non, mais c'est pas. Enfin, le truc, c'est qu'en pratique, Faut le savoir, quoi. comme. Non, mais Tu sais, encore une fois, après- comme SNMP, 99,99% d'utilisation, et là, je pense que je ne vais pas le planter au niveau du chiffre, c'est pour faire des get et des get next. C'est pour récupérer des valeurs. Ces valeurs, ça va être genre ton utilisation de la carte réseau, c'est des trucs comme ça. C'est de l'origami. Donc, on va dire globalement, en général, l'information n'est pas très sensible. Elle peut l'être, ça dépend. Forcément, quand tu fais des extensions comme ça peut être sensible. Si tu veux. En général, elle n'est quand même pas hyper sensible. Mais encore une fois, là je parle, ça va dépendre des cas. Si tu fais des sets, évidemment, enfin, si tu laisses ton set ouvert à tout le monde, tu auras qu'à t'apprendre qu'à toi-même. Mais bon, clairement, en effet, tu peux contrôler les équipements en faisant du get et du set, en particulier en faisant du set, que tu as de Cisco, d'Opera, de Switch, de routeur, de firewall, que tu peux contrôler en faisant des sets SNMP, pour dire, genre, je veux activer le routage, ou je veux activer le load balancing, je veux activer fait telle bascule, enfin, tu as telle opération comme ça, tu peux faire des sets. Ah, ça oui. Mais typiquement, éventuellement, tu peux faire genre sur ça, juste sur ça, tu vas peut-être le faire en V3, et tout le reste, tu restes en V1, V2, enfin, tout le reste, tu le laisses en V2. Parce que de toute façon, ça ne doit être que l'accessibilité de Python là, et c'est que de la console. Donc, D'accord. Et donc tu disais qu'il y avait des forks donc dans les modules que tu as utilisés, donc c'est pas portable sur Windows. alors, dans le cas de SNMP Extension Pass Persist, sauf de ma part, j'ai utilisé Proc Background qui, il me semble, fonctionne sur Windows, à vérifier. D'accord. Net SNMP, on n'est pas sur Windows. Si, ça c'est Win. Il me semble. Je crois bien avoir vu des informations dans SNMP sur la version Windows. Honnêtement, j'ai jamais essayé. Hein. Forcément, dès quelque part, SNMP sur Windows. Surtout que Windows fait déjà du SNMP. Il y a déjà du SNMP, surtout de toute façon sur Windows, tu fais pas du SNMP, tu fais du WMI ou du WBEM. Donc, SNMP, les gens qui font du Windows disent bon, ouais, SNMP, monsieur, c'est complètement vieux, c'est complètement dépassé. On fait du. Même WMI, non, je crois que c'est dépassé, ils font que du WBEM ou encore autre chose. Donc, c'est sûr que c'est pas sur Windows, ils vont vraiment faire du SNMP. En tout cas, il n'y a pas de limitation vraiment en code qui empêcherait de faire ça sur Windows. La partie pour non et la partie SNMP Extension Pass Persist, je te dis, j'ai utilisé Program, il me semble, à vérifier, il me semble que ça marche sur Windows. Voilà. Et au droit, tu as une question. J'ai une petite question. Alors moi, par exemple, j'ai une MIB à développer pour le monitoring d'un capteur. Donc j'ai déjà un soft qui tourne et la MIB est censée monitorer donc, tout ce qui est matériel et également le logiciel. Donc je me disais, pour moi l'agent, je voulais juste faire un agent en gros qui était censé sérialiser en gros avoir une base de données en gros, donc, sur laquelle on pouvait donc pour monitorer juste faire les get. Par contre, au niveau du logiciel du capteur, j'aurais aimé faire des sets. Donc ce que je voyais dans le truc là, c'était pas mal, il y avait juste simplement les OID à définir, à ajouter. Là on mettait c'était un Automatiser tout l'agent de la température. Ouais, voilà. C'est une MIB qui est censée être pour simplement un titre informatif, mais au niveau du logiciel du capteur, j'aurais aimé faire des sets dans la base. Donc la question, que c'est ce soit l'agent qui gère le code métier, c'est le soft capteur qui affectait. donc la question, c'est quoi? Est-ce que les modules peuvent Est-ce que ce module-là permet de faire les sets? Alors, il me semble que non, et c'est pas très compliqué à ajouter. Dans la partie, c'est juste que j'ai tellement fait que des sons qui étaient vraiment pour la récupération d'informations que j'ai pas trop implémenté la partie 7. Il faut voir le code.
Dans un CMP extension classe persiste, je pense que c'est pas très compliqué. À mon avis, il manquerait peut-être juste un handler spécifique pour rajouter, pour faire les sets. Et dans le cas de PO Component NSSMP agent, en fait ça c'est visible quand alors, si tu le fais avec le code, on va dire de NetSNMP agent classique, là tu regardes sur le NetSNMP agent, en fait, là, vous avez sur le truc, vous fallait tout implémenter. Là tu peux faire des sets, mais là en effet tu es sur de l'implémentation. Donc ce qui manque c'est sur les API simples, en effet, là il manque toute la partie set. Ça c'est clair, ça c'est là où ça manque. Encore une fois, comme je n'avais pas eu ces besoins, je ne les ai pas implantés. Je pense pas que ce soit très compliqué parce qu'à mon avis, à chaque fois, il suffit de rajouter on reçoit un set, on appelle le handler correspondant. Parce que de toute façon, le set est quelque part plus simple parce que sinon c'est comme un gate sauf qu'on attribue la valeur. Ce qui est compliqué en fait dans tous ces modules, et vraiment la raison pour laquelle j'ai vraiment fait des modules comme ça, c'est que quand on fait les get next, quand on fait donc le côté interrogation, on fait du walk, donc il faut gérer tous les get next. Donc en fait, il faut que côté agent qui fournit les valeurs, on fournit les OID et il faut les trier pour en fait renvoyer, il faut les trier, mais donc en tri de type OID, on dit voilà, on interroge, on file une OID mais qui est dedans ou qui a une portion d'une autre, et en fait je trouve l'OID suivante correspondante. Donc il y a tout ce petit algorithme de recherche, de tri d'OID, de recherche de quelle est l'OID suivante. En fait, la partie entre guillemets la plus compliquée dans le code, c'est ça, c'est chercher l'OID suivante. Parce que vraiment, le code de la SNP sur pas spécialiste, il n'est pas gros, vraiment c'est pas un code très gros. Donc voilà, le set, voilà, c'est juste valeur, truc, valeur, donc c'est pas très compliqué. Et à vérifier, honnêtement, je ne sais plus, je ne crois pas l'avoir implémenté, mais je crois qu'il y a déjà une partie de l'infrastructure pour ça. Vu qu'en gros, je crois qu'il y a déjà l'option, je crois qu'en fait il y a déjà la méthode set, simplement en fait il n'y a pas le code qu'il faudra appeler derrière. Mais il y a l'option -s quand on la met en place, je crois qu'elle est déjà en place. La commande set, quand on appelle en place persist aussi, elle est reconnue. C'est juste après la partie, en gros, effectuer réellement un appel de type un callback. Je crois qu'il n'y a que ça qui manque. Pour la partie PO, là, je crois que ce sera en gros à peu près pareil. C'est quand on a un set, d'appeler un callback. Je sais pas, là, tu vois, s'il y a, dans les deux cas, il y a genre quelques lignes de code à rajouter. Voilà. Merci. Donc si tu as le besoin, limite, tu me dis, je peux t'aider à rajouter. Peut-être des infos chez des gens qui utilisent pour les limites en télécom, mais comme info générale, donc pas pour coder, peut-être du côté des RGOTB, Pour le set, d'une manière purement mais le SNP fournit le price, c'est que c'est l'implémentation du MIP est très fastidieuse. Oui, c'est justement, classiquement en tout cas. Ouais, c'était très étonnant d'ailleurs. Ça fait un moment que j'ai ça dans ma liste de tâches à faire. Et j'avais déjà regardé, je me disais, je peux tout implémenter toutes les. Non, en fait, il y avait déjà un module sur CPAN qui permettait de faire un peu ce que fait NetSNMP extension passe persiste. Il s'appelle SNMP persiste, je crois. Le défaut de ce module, c'est qu'il utilise les threads. Pour ne pas être bloquant, il utilise les threads. Et comme chacun sait, les threads c'est problématique. Et surtout, on a des tas de systèmes sur lesquels on a pas sans thread. Donc, ça marche pas. Voilà. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'avais créé ce module, c'est qu'on avait besoin de déployer les sondes sur les systèmes où on n'avait pas de pulse threadé. Comme on était, chez Orange, on était sur, on a des milliers de serveurs, on passe s'amuser à compiler un pulse threadé juste pour installer une putain de sonde. Donc, il y avait aussi ce besoin-là qui était de dire, on a besoin de pouvoir faire des choses un peu asynchrones, mais sans thread. Je crois que c'est le seul module qui existe sur CPAN et je ne sais plus s'il est mis maintenant, mais il marchait. Je sais que j'avais un collègue qui s'en était servi. Il avait au début, il avait écrit une sonde avec ça. Et en fait, comme il a dit, mais je l'ai appelé sur un système où j'ai pas.
c'est de là qu'est venu en partie le besoin d'écrire, en tout cas le support pour pouvoir exécuter en forquant et donc être asynchrone. Voilà. Bravo. Merci.